Monsieur Gauthier Kafamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle ici que vous êtes coordonnateur du cadre de concertation de la société civile Fungorome et ses environs dans la province du Lualaba. Il y a Oui, un communiqué de presse conjoint des organisations non gouvernementales, environnementales, portant dénonciation de la situation de délocalisation à Manomapia dans la commune urbano-rurale de Fungorome. Selon ces organisations, la communauté du bloc Manomapia est victime d'une anarque à ciel ouvert dans les processus de délocalisation initiés par l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining. Comment vous analysez ces démarches de ces structures de défense des droits humains? merci, monsieur le journaliste, de la question, pertinente soit-elle, mais nous allons tenter de répondre. En fait, le mot est très dur, anarque, je ne sais pas sur base de quoi. Nous avons analysé leur communiqué conjoint dans lequel ils étalent les calculs, qui sont d'ailleurs faux, parce qu'on se pose la question comment les maisons de tous les types, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, ainsi de suite, peuvent avoir le même prix. Et c'est la grande question qu'on se pose. C'est là que d'ailleurs hier, le cadre de concertation a réagi ou a recadré le communiqué conjoint de nos camarades, qui d'ailleurs ont toujours battu un travail des titans. Mais là, ces organisations nous ont un peu surpris. C'est pourquoi, parmi les recommandations, nous leur avons dit, chers camarades, venez à la bonne source, venez à la commission, les portes sont grandement ouvertes, venez palper les vrais calculs parce que l'édit provincial était là et les lois connexes, code minier et autres, voire même les standards internationaux. Comment on parlerait d'une anarque aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Sans oublier, monsieur le journaliste, il y a une révélation que nous pouvons faire là-dessus. C'est que parmi ces organisations signataires de ce communiqué conjoint, il y a un membre d'une organisation qui s'appelle ADID, qui est d'ailleurs à Fungurume, qui participait ou qui a participé depuis le début des travaux jusqu'au novembre. Et quand il a quitté par frustration, je ne sais pas, ses intérêts n'étaient plus en tout cas au point, c'est celui-là qui réunit les autres organisations et raconte n'importe quoi, pendant que nous appelons ces organisations de venir à la source. Voulez-vous dire que ces autres organisations ont été manipulées par une seule personne ou un seul représentant d'une ONG? En tout cas, ça c'est clair parce que les camarades, les confrères qui ont signé le communiqué, certains sont à Goma, à Lubumbashi, Kinshasa, et donc il y a quelqu'un qui a initié un texte qui était avec nous dans la commission, personne ne l'a chassé, il est parti de lui-même, et il a raconté n'importe quoi pour induire les autres organisations en erreur. Dans les communiqués, ces ONG de défense des droits humains qui travaillent beaucoup plus dans l'environnement évoquent les déficits communicationnels sur l'évolution du processus de délocalisation à Manomapia, l'absence de transparence dans ces processus, mais également l'imposition d'une clause de confidentialité au mépris des victimes. Comment analysez-vous ces trois points saillants? Il faut commencer par le premier point quand on parle d'un déficit communicationnel. Encore une fois de plus, parce que le processus a été scindé en phases. La première phase était celle d'identification et recensement des gens qui sont concernés dans l'empreinte, qui a été ainsi créée. Et la deuxième phase, en termes toujours communicationnels, c'était l'ouverture, la signature d'inventaire des biens. Chaque habitant devrait voir clair s'il y a eu autant d'arbres sur sa fiche, maison, ainsi de suite, tout. Et la troisième phase, c'est l'ouverture des comptes bancaires et même signature des protocoles d'accord
où maintenant les choses sont claires, qui sont chiffrées, et chacun doit voir l'arbre fruitier tel, X, papayer, avocatier, manguier, c'est autant. Et à chaque phase, nous avons des images que nous pouvons vous relancer. Il y a eu communication. Soit c'est le ministre lui-même qui chapeaute la commission, le ministre des Affaires foncières, qui communiquait, soit c'est un membre qui communiquait. Alors, quand on parle du déficit, nous nous posons également maintes questions. La clause, on parle d'une clause qui a été imposée aux victimes, nous ne savons pas laquelle, parce que on approchait les gens, ils signaient librement, sans armes, sans quoi que ce soit. Les gens peuvent parler de 2000, de 3000 dollars, alors que c'est faux, et là encore, ça dépend de la parcelle, morcellement, de la qualité de la maison, ainsi de suite. Je vous assure, monsieur le journaliste, que moi, je suis affecté dans l'une des banques pour suivre le processus. Il y a des gens qui ont des chiffres de 18, de 22, de 15 000, de 11 000 dollars, de 8 000, mais vous verrez que les gens de mauvaise foi vont ramasser les chiffres là, par exemple, quelqu'un qui avait une parcelle vide, quelqu'un qui avait une petite parcelle morcelée, ainsi de suite. Donc, il y a pas eu une clause qui a été imposée, tout était clair. C'est là que nous disons toujours que s'il y a des problèmes d'incompréhension, nous invitons les gens comme les honorables députés d'ailleurs qui viennent souvent visiter, donner des orientations, des avis. Afro est venu, Nouvelle Société Civile Congolaise est venue, d'autres structures aussi comme vous, journalistes, veuillez venir sur place à Fungurume ou contacter la commission. Elle va vous donner tous les chiffres possibles, tous les calculs possibles de ceux qui circulent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, la troisième reproche, je l'ai oublié, si vous pouvez me la rappeler. Il n'y a pas eu de transparence dans le processus. Transparence. Il manque de transparence dans le processus. C'est trop fort comme accusation, et c'est encore une accusation gratuite parce que quand on communique fréquemment, régulièrement, on a les données à communiquer aux habitants et à quiconque pouvait tomber sur l'information. Donc le premier point, quand on communique régulièrement, on rend le processus transparent pour les personnes vivant avec handicap et les vieillards. Il y a une ligne pour eux pour qu'ils veillent en tout cas quelque chose un peu élevé par rapport aux autres. Donc la ligne de vulnérabilité en quelque sorte. Il y a un prix qui a été fixé pour ça. Et donc si vous visitez d'autres délocalisations, vous ne verrez pas cette ligne-là. Et pourtant, c'est la commission qui est plus massacrée parmi tant d'autres dans le Lualaba et dans la RDC entière. Comment réagissez-vous sur cette allégation, l'allégation selon laquelle la société, donc certains membres de la commission ont été, semblerait être corrompus par la société Tenke Fungurume Mining, du fait que ces ONG n'ont pas senti une pression de cette commission de délocalisation sur les propos de l'entreprise Tenke Fungurume Mining qui dit qu'il procède à cette délocalisation par pitié pour préserver la paix sociale. Et pourtant que la société connaît que c'est son usine qui a pollué les deux rivières et la population était victime de cette pollution. Vraiment. Prétendue corruption, on en parle encore, monsieur le journaliste. Le membre qui aurait influencé les autres ONG, je me rappelle le jour où on était dans une sous-commission, nous avons été choisis pour discuter de cette mercuriale ou du barème qui a été appliqué. Nous avions commencé par les arbres fruitiers, tout était bon, les types de maisons, tout était bon. Nous sommes arrivés à la parcelle vide. C'est là qu'on nous a pris beaucoup de temps. Cependant, nous sommes arrivés à la fin
Et le camarade n'a pas signé le PV qui sanctionnait, c'est pas le prix ou le barème à fixer pour la délocalisation. Et en voulant esquiver des signes, c'est là qu'il se prend maintenant comme si il a vu quelque chose de mauvais dans cette commission et il a commencé le chantage. Je vous informe qu'il a commencé par accuser la commission auprès de l'Assemblée provinciale, gouvernorale Lualaba, ANR, niveau de Kinshasa. On nous a appelés pour des renseignements. Donc allez-y comprendre que soit on a affaire à quelqu'un qui avait un deal et qui l'aurait perdu, c'est pas, et qui commence le chantage pour s'attirer la sympathie ou faire croire à l'opinion publique que c'est lui qui détenait la vérité, alors que, imaginez-vous au niveau du Conseil national de sécurité, il aurait dit que le jour de la signature des barèmes, les armes étaient pointées ou braquées sur les signataires, alors que c'était faux. Il n'y a pas eu corruption, il n'y a pas eu ni braquage d'armes. Et pendant ce temps, la commission a délibérément écarté certaines victimes pourtant désignées comme représentants légitimes par la population. C'est celui-là lui-même qui prétend là, pas certaines. C'est lui-même un individu. Et il s'est auto-exclu. Il est parti de lui-même. Il n'y a pas eu une copie qu'il peut brandir que on m'a chassé ou on m'a sanctionné de la commission alors qu'il a brisé le code de bonne conduite et le règlement intérieur. La commission l'a laissé faire. Il est parti de lui-même. D'ailleurs, il négocie dans les noirs auprès du ministre pour pouvoir revenir, ainsi de suite. Donc, il doit être clair avec lui-même, avec sa conscience. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu et sa propre conscience. Et là, vous parlez de qui? On parle ici de M. Martin Mwambe, celui de l'ONG Adid Funguru, mais celui qui était avec nous dans la commission. C'est lui-là qui véhicule tous les mensonges partout. Et alors, monsieur le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile Fungurume et ses environs, analysons sur les tableaux tarifaires. Il n'y a aucune parcelle ou aucune maison qui dépasse $3,000. Et ici, nous voyons qu'un seul puits de forage, qui va dans les $1,300. Est-ce que vous confirmez ces tableaux? C'est là que nous voulons, à la commission, traiter les problèmes au cas par cas. Parce que quand on généralise que tout est flou, c'est là que nous disons il faut éclairer la lanterne. Quand on parle du puits, le puits, les gens veulent qu'on leur donne et pour les histoires qui ont été soudées et pour la citerne. Alors que on doit payer le puits, la profondeur qui a été creusée, ainsi de suite. Les autres histoires peuvent être transportées par le propriétaire et aller creuser ce puits-là, là où il va aller. Donc c'est un peu ça la logique. On ne peut pas payer et pour la citerne et pour les fers qui ont été soudés pendant que vous allez les prendre et aller faire un autre puits. Mais on comprend que les gens ne comprennent toujours pas cette logique-là. Y a-t-il des maisons qui vont dans les 10 000, dans les $5,000, où le tableau est réel? Monsieur le journaliste, si ce numéro est WhatsApp, je prends le courage de vous capturer. Peut-être pas les noms, mais vous capturez les prix des différentes maisons. Je vous assure que j'ai vu de mes yeux. Je suis affecté dans l'une des banques pour suivre le processus. J'ai vu des 18 000, j'ai vu de 22 000, de 15 000, de 11 000, de 6 000, de 5 000, de 4 000. Ça dépend des biens trouvés, ça dépend de la grandeur de la partie. Donc on doit mettre tout, en tout cas, au clair. Et c'est là que j'ai dit il faut traiter au cas par cas que de généraliser que tout est flou, comme les confrères qui ont signé le communiqué. Et vous pensez que votre confrère peut convaincre les 6 autres ONG et par quels moyens?
C'est possible pour qu'ils parlent le même langage. C'est possible parce que, d'ailleurs, les camarades ou les conseils qui ont signé le communiqué, on a vu que certains étaient à Goma. Je ne sais pas, bon, le monde aujourd'hui, on est dans un village planétaire, on peut s'envoyer des histoires, mais quelqu'un qui est à Goma, à Kinshasa... Vous avez au moins la maîtrise de toutes ces ONG et vous affirmez que ces ONG sont du là-bas et travaillent beaucoup dans l'environnement. Je vois Ipedor, je vois Adid même, du genre bonne gouvernance, ainsi de suite. Peut-être que ces ONG ont intégré l'aspect environnement après, mais on ne refuse, on ne se fatigue pas d'apprendre. Si ces ONG ont des matières à donner à la commission, tant mieux. Mais si elles n'ont pas d'informations fiables et viables, qu'elles viennent les prendre bonnement. Monsieur le coordonnateur, nous tendons vers la fin. Ouais. C'est quoi la bonne information, selon vous, que peut retenir la population? Monsieur le journaliste, je vous remercie d'abord de nous contacter et d'avoir notre son de cloche. La population peut retenir ceci. Nous sommes à la fin du processus. Nous espérons bien que d'ici le 15 janvier, si tout va bien, le processus va être clos. N'empêche que d'autres petites plaintes peuvent toujours continuer à être satisfaites, mais nous tendons à la fin. Et il y a des gens qui circulent à Manomakia pour inciter la communauté à la révolte, leur introduire dans des histoires dans des oreilles pour rien, alors que nous tendons à la fin. Ce que l'opinion peut retenir et les concernés de Manomakia, c'est que s'il y a mécontentement, les communautés ou la communauté peut venir bonnement, il y a une sous-commission gestion des plaintes qui est là, et contacter cette sous-commission pour être satisfait. Peut-être qu'on a oublié quelque chose sur votre fiche, peut-être que la grandeur de la parcelle a été omise. Venez réclamer en bonne et due forme et vous serez rétabli dans vos droits. Et au moment où nous parlons, les gens qui ont entrepris des démarches pour avoir des maisons où ils doivent habiter, le processus a déjà avancé. Il y a déjà une cinquantaine de personnes ou une centaine qui a trouvé déjà des maisons et alors des jolies maisons où ils doivent aller résider. Et donc la première semaine du mois de janvier, c'est déjà la délocalisation proprement dite qui doit commencer. Et donc n'écoutez pas les histoires qui sont ramassées sur la rue. Venez à la commission, la porte est ouverte, encore une fois de plus, pour avoir la bonne